Et si un État pouvait gérer ses finances avec la précision et, disons-le, l'agilité d'une grande entreprise? C'est un peu l'idée derrière le cadre de la gouvernance proactive, une méthode de financement national proposée par le think tank TTCAGG. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette approche qui cherche à repenser la manière dont une nation peut financer ses ambitions. Bon, là, le ton est donné, hein. Il ne s'agit pas simplement de bien gérer un budget. Non, l'ambition affichée, c'est de créer une véritable puissance financière de feu. Et l'objectif est tout aussi clair, l'expansion mondiale. C'est vraiment cette ambition qui va guider toute la philosophie qu'on va explorer. Au cœur de cette stratégie, il y a un concept au nom un peu compliqué, on va dire, l'économicibilité. Mais en fait, l'idée derrière est assez simple. Pourquoi ne pas gérer les secteurs clés d'un État, comme l'énergie ou les transports, avec la même rigueur et la même recherche d'efficacité qu'une entreprise privée? C'est le principe de base de toute la démarche. Alors, cette approche, elle porte un nom, la gouvernance proactive. Et attention, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est une méthode complète qui vise à anticiper les défis pour mieux y répondre. Tout ça avec un seul but en tête, bâtir une véritable puissance économique. Voyons un peu comment ça marche en pratique. Pour que ça ne reste pas qu'une belle idée sur le papier, le cadre propose un manuel très concret, en 3 grandes étapes. C'est un peu le mode d'emploi, pour passer de la théorie à la pratique. Et la toute première étape, la plus fondamentale, c'est de commencer par le début, la maîtrise des coûts. On attaque donc avec l'étape numéro 1, et c'est vraiment la fondation de tout le système, maîtriser les coûts. L'idée est assez simple au fond, on ne peut pas financer intelligemment si on ne sait pas exactement où va l'argent, et surtout quels sont les vrais besoins. C'est une phase de diagnostic, mais elle est absolument cruciale. Alors, concrètement, comment on s'y prend? Le processus se déroule en 3 temps. D'abord, on collecte et on classe absolument tous les besoins de financement, publics comme privés. Ensuite, pour chaque projet, on évalue le budget de manière très précise. Et enfin, et c'est ça le point clé, on fait de l'analyse prospective pour anticiper les besoins futurs. Le but n'est plus de réagir, mais bien d'anticiper. Ok, une fois qu'on a cette vision claire des coûts et des besoins, on peut passer à la deuxième grande étape, comment on organise le financement. C'est là qu'on construit la machine, en quelque sorte, pour que les fonds soient distribués de la manière la plus intelligente et efficace possible. Et pour organiser tout ça, on s'appuie sur 2 piliers. D'un côté, il y a le comment, les aspects pratiques. Un bon logiciel de gestion, une collaboration fluide avec les banques pour que l'argent circule vite. Et de l'autre, il y a les règles du jeu, les aspects techniques. Des critères très clairs pour décider quel projet on finance en priorité et pourquoi. Un point vraiment essentiel de cette approche, c'est sa flexibilité. On ne finance pas un projet agricole de la même manière qu'un grand projet industriel. Ça paraît logique. Le cadre préconise donc d'adapter les outils, des financements de campagne pour l'agriculture, des découvertes pour le commerce ou des financements d'affaires pour l'industrie lourde. En bref, la clé, c'est le sur-mesure. Et là, attention, on touche à un choix stratégique vraiment central de ce modèle. Pour être sûr de toujours avoir de l'argent disponible, des liquidités, le système préconise de donner la priorité aux projets qui ont un retour sur investissement rapide. L'idée, c'est de réinjecter constamment de l'argent frais dans le circuit pour pouvoir ensuite financer les projets plus longs à rentabiliser. Bon, on a maîtrisé les coûts, on a organisé le financement, on arrive maintenant à la 3e et dernière étape, la gestion des fonds. Parce que bien sûr, une fois que l'argent est débloqué, le travail ne fait que commencer. Il faut être sûr que chaque euro est utilisé de manière optimale et transparente. Et pour garantir cette efficacité, le cadre propose des mesures très concrètes. Fini le gaspillage, on fait une seule cérémonie de lancement pour tous les projets. Pour la clarté, chaque ministère a ses propres comptes dédiés. Comme ça, on sait qui est responsable de quoi. On encourage les partenariats publics-privés pour allier les forces. Et surtout, un reporting mensuel obligatoire pour suivre ce qui se passe en temps réel. C'est d'ailleurs dans cette phase de gestion qu'on trouve l'idée peut-être la plus innovante de tout le cadre, la technique multiplicateur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est une sorte d'ingénierie financière qui a un but simple, réussir à financer plus de projets que ce que le budget de départ semblait permettre. Alors, comment ça marche en pratique ce cycle? Eh bien, c'est une boucle vertueuse en fait. On commence par financer les projets qui génèrent des retours rapides. Et dès que cet argent est remboursé, on ne le laisse surtout pas dormir sur un compte. Non, on le réinjecte tout de suite dans de nouveaux projets. C'est un moteur qui s'auto-alimente pour maximiser l'impact de chaque euro. Voilà, on a vu les 3 étapes. Le comment. Mais maintenant, il faut se poser la question du pourquoi. Quel est l'objectif final? La grande vision derrière toute cette mécanique qui semble si bien huilée. Eh bien, les objectifs sont vraiment larges. Il ne s'agit pas juste de bien gérer l'argent. Le but, c'est de créer un véritable écosystème où les organisations sont plus dynamiques, les secteurs stratégiques mieux structurés et où les ressources humaines sont motivées. Au final, l'objectif ultime, c'est de booster la compétitivité de la nation à tous les niveaux, local, national et bien sûr international. On va conclure cette analyse avec une question, une réflexion.
En systématisant le financement de manière aussi rationnelle, aussi structurée, est-ce que ce cadre ne dessine pas au fond une voie possible vers une plus grande souveraineté économique? La question en tout cas mérite d'être posée.